Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. C'est un film qui a évidemment été très célèbre pour Godard et surtout pour Brigitte Bardot, car bon, je pense que vous avez remarqué qu'elle est quand même absolument magnifique et qu'il est quand même très rare de voir une femme aussi belle se promener comme ça sur un écran. Ça, c'est la chose première, immédiate et facile. Reste un film qui n'a pas perdu une seule qualité de ce qu'il avait déjà au départ et que l'on peut considérer avec raison, comme l'un des chefs-d'œuvre non seulement de Godard, mais du cinéma lui-même. Donc je vous laisse un peu la parole pour dire votre opinion, même si vous n'êtes pas d'accord, au contraire, dire que vous n'avez pas aimé le film. Il serait intéressant de partir justement de votre opinion pour essayer de voir et d'analyser un film tout à fait quand même passionnant. Donc je vous écoute. Bon. C'est pas facile à vous mettre comme ça en train. Pas de réaction immédiate. Bon. Non, parce que je préférerais que vous commenciez pour que je puisse, moi, aborder, parce que c'est un film qui est tellement riche que je ne peux pas commencer à en parler comme ça directement. Je préfère que ce soit une réaction et qu'à partir de cela, on puisse véritablement non pas faire une analyse, mais comprendre comment fonctionne le film. Parce que ce n'est pas un film si simple que ça à comprendre. Oui. C'est parce que... Ah oui, c'est parce que d'accord. Ok. Bon, voilà, je vois maintenant qu'on a... voilà, monsieur... Là. Attendez une seconde, voilà. Bon, pardon. Oui, c'était... Merci beaucoup. Le film est inspiré d'un roman Oui, de Moravia, oui. de Moravia. Voilà, et j'aurais souhaité savoir, parce que moi je n'ai pas lu le roman, j'aurais souhaité savoir quelle est la part de Godard dans le film au regard de ce qu'a pu écrire en premier Moravia. C'est-à-dire en quoi le film se distingue-t-il peut-être dans son histoire de ce qu'a pu écrire le romancier. C'est justement, il ne se distingue pas réellement du roman sur l'histoire elle-même, c'est-à-dire donc une histoire d'amour qui s'arrête. Donc Godard a parfaitement compris qu'il fallait respecter je dirais, le scénario du roman. Bon, la chose qui l'intéressait, c'était qu'il fallait transposer ce qui était de l'ordre de la littérature dans le domaine du cinéma. Et la caractéristique de Godard, depuis son premier film jusqu'à son tout dernier Éloge de la parole, et le prochain, j'espère qu'il le fera, c'est de reprendre la réflexion de André Bazin, dont vous avez entendu la citation au tout début des génériques. Donc André Bazin, qui était à l'époque un grand critique, un grand théoricien du cinéma, et l'un des tout premiers à avoir essayé de comprendre en quoi consistait le cinéma. Et en particulier, Bazin a écrit une œuvre sur qu'est-ce que le cinéma. Bon, donc, et Godard, si on regarde bien son œuvre, c'est tout simplement de poursuivre cette question, et son œuvre interroge le cinéma. Qu'est-ce que le cinéma? Et donc, il faut transposer ce roman, cette histoire, en cinéma. Et en cinéma, ça donne quoi?
vous avez pu remarquer que, par exemple, une chose immédiate que vous avez remarquée, c'est-à-dire que vous n'avez absolument pas un seul moment dans le film où il n'y a, où il n'y a pas de déplacement. Tout est tout le temps en déplacement, en permanence, que ce soit la caméra, les personnages, etc. Bon, ça c'est une première chose. Il y a une deuxième chose. Le cinéma, Godard le regarde et il dit c'est une machine. C'est pour le premier art véritablement qui ne soit pas composé à partir d'éléments, bien sûr, qui sont quand même des éléments matériels, que ce soit la peinture pour les peintres, que ce soit les instruments de musique pour les musiciens, que ce soit même la plume pour l'écrivain. Il faut passer par de la matière. Mais la grande différence, ce qu'apporte le cinéma véritablement, c'est maintenant une technique, une technologie qui permet de faire le cinéma. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que d'un seul coup, un art naissait à partir directement d'une technologie. Et cette technologie, c'est une machine, c'est donc une machinerie, et à partir de cette machinerie, on fait. Alors cette machinerie, il faut la décomposer, il faut voir comment elle fonctionne. Elle fonctionne à partir d'abord du mouvement. Bon, vous direz que le cinéma n'est pas le seul art du mouvement. La musique est un art du mouvement, la danse est un art du mouvement, la littérature ou le théâtre sont des arts du mouvement. On peut dire seuls peut-être les arts graphiques, et la peinture entre autres n'est pas un art du mouvement, quoique il y a quand même un essai de travail sur le mouvement à l'intérieur de la fixité de la représentation graphique. Mais cet art du mouvement n'est pas simplement qu'un art du mouvement. Justement, c'est un art d'une machine qui permet le mouvement. Et une machine qui va se composer de deux choses. D'une part, on en est encore ici à l'époque de la pellicule, d'une pellicule donc qui va être constituée de 24 images, enfin je dis 24 parce que ça a bougé, mais enfin quelle importance, 24 images par seconde. C'est 24 images fixes, c'est-à-dire des images immobiles, qui sont séparées les unes des autres par une petite barrière, qui fait que vous avez 24 images qui vont se succéder les unes après les autres. Si vous arrêtez la machine, c'est-à-dire le projecteur ou la caméra, vous aurez une image fixe. Rien ne bouge. Bon. Donc, c'est l'entraînement de cette pellicule par un mouvement qui vient d'ailleurs directement dans la machine à coudre, d'ailleurs, c'est aussi banal et vulgaire que ça, qui permet à l'idée de mouvement. Mais quand vous réfléchissez bien, vous apercevez que, à la base, la pellicule, c'est donc une succession d'images fixes, et si vous allez encore un peu plus loin, vous apercevez qu'au fond, la pellicule, c'est déjà du montage. Il y a une image fixe, une image fixe, une image fixe, et on est déjà dans le montage avant même de travailler le montage quand on a tourné un film. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez donc un matériel qui est fait d'une succession de ruptures. Il y a un plan, rupture, plan, rupture, plan, rupture, plan, rupture. En d'autres termes, vous allez avoir le mouvement et ce qui est à l'origine même du mouvement, c'est-à-dire le temps, la temporalité qui permet à ce moment-là d'avoir un jeu d'instants. Et vous allez avoir une succession d'instants. Alors vous avez deux choses dans le travail du cinéma, ou bien le cinéma se nourrit, et c'est ce qu'il a fait pendant très longtemps, à peu près jusqu'à Godard, mais quand même, il y a eu d'autres qui avaient déjà travaillé autrement et qui avaient déjà perçu les possibilités, ou bien vous faites du cinéma un art dramatique qui s'appuie sur la dramaturgie travaillée par le théâtre ou le roman,
on y revient, ou alors à ce moment-là aussi une autre dramaturgie qui travaille le temps autrement, la temporalité. Et qui travaille le temps autrement, il travaille aussi l'espace autrement. D'où ce que travaille ici Godard. Il travaille justement l'espace dans lequel il n'y a plus que du mouvement en perpétuel. Et ce mouvement est entièrement lié à la temporalité. Vous êtes dans le film, dans du présent en permanence. Vous n'avez pas dans l'appel de la dramaturgie traditionnelle qui travaille un passé. On est dans un présent, et ce présent est en crise pour aller vers un futur. Et c'est le futur qui va résoudre ce qu'on appellera l'action dramatique. Il faut aller vers le futur. Ici, vous êtes dans un film où vous êtes dans du présent de bout en bout. Et dans de la rupture, dans cette représentation du présent. C'est-à-dire dans de l'instant. Et l'instant est absolument délié de l'autre instant. Il est exactement comme l'image fixe de la pellicule par rapport à l'image suivante. Il y a rupture. Par exemple, vous avez une expression directe de ça, c'est au moment de la fin de la mort de Camille. Vous avez lui, donc Paul, sur son rocher, enfin sur son escalier, et il reçoit, enfin, on entend en parole la lettre que lui a envoyée Camille. Donc on est ici dans une dramaturgie du présent. Je t'envoie ta lettre. Immédiatement, on cesse de s'occuper de cette lettre et on voit le résultat de la lettre. Vous n'avez pas, par exemple, ce qu'aurait fait une dramaturgie traditionnelle qui aurait fait que bon, ils vont se séparer, ils se disputent, elle part avec l'autre, etc. Bon, et puis après, il va y avoir le moment, il va trop vite sur la route, il va y avoir l'accident. Non, d'un seul coup, vous avez l'accident, vous avez la rupture, et c'est tout. C'est-à-dire que tout le film est travaillé sur cette donne-là, qui est celle de l'instant présent. Et c'est ce que fera toujours Godard toute sa vie, c'est-à-dire chercher l'essentiel même du cinéma dans sa constitution véritablement mécanique et donc dans ce qui est le travail sur l'espace, l'espace-temps, donc le présent et l'instant de ce présent, et donc la succession d'instants. Donc à ce moment-là, la possibilité de couper ces instants dans leur continuité, donc d'être en travail totalement en discontinu. Ce travail en discontinu va évidemment permettre d'autres possibilités que offre la machine cinéma, en particulier le son, puisque vous avez dans une pellicule qui est consacrée à l'image et une pellicule consacrée au son. Et donc une petite lisière à côté de l'image qui permet au son de venir s'inscrire. Et à ce moment-là, il n'y a aucune raison que le son ne soit pas lui aussi travaillé comme de la pellicule, puisqu'il est sur la pellicule. Et en plus, c'est d'autant plus vrai que, et là, on en revient maintenant à la conception du montage en tant que tel, puisque déjà sur la pellicule, vous avez le phénomène du montage, mais il faut travailler le montage au cinéma. Donc, c'est ce que Godard fait toujours. Et à ce moment-là, le montage, vous rentrez dans une salle de montage de l'époque, et vous rentrez et vous avez une table de montage avec 4 successions, enfin en parallèle, ou 4 bobines, ou 8 bobines, une bobine à gauche, une bobine à droite. Bon, sur la première bobine, il y a la bande image. Donc, c'est la bande image. Sur la deuxième bobine, vous allez avoir la bande parole, donc ce que disent les personnages. Troisième bobine, vous allez avoir la bande bruitage, les bruits que l'on entend, qui sont ceux de la nature. Et, disons, la quatrième bobine, ça sera la bande musique. Donc vous aurez, ça
ça symbolise les choses. C'est plus complexe. Quelquefois, vous pouvez avoir 15, 20 ou 30 bandes sonores. Aucune importance. En fait, l'essentiel, c'est qu'il y a 3 bandes sonores principales. Celle des paroles, celle des bruits et celle de la musique. Donc, en travaillant ces bandes, il n'y a pas de raison, si vous voulez, de faire ce que fait le cinéma traditionnel qui obéit à la dramaturgie de la continuité, où les choses se continuent. Donc, dans ce cinéma traditionnel, les 3 bandes sonores vont se fixer pour aller souligner ce qui se passe dans l'image. Donc, en fait, les 3 bandes sonores sont au service absolu de l'image, de la mettre en évidence et de travailler la dramaturgie, les coups de force dans cette dramaturgie, etc. Alors que si vous travaillez ce que va faire Godard, les espaces, en effet, espaces, bande d'image, bande parole, bande bruitage, bande sonore, à ce moment-là, il n'y a pas de raison de les mettre ensemble. Vous pouvez très bien arrêter une bande et d'un seul coup faire des ruptures à l'intérieur même du jeu des bandes sonores. Par exemple, quand vous avez ici la séance au cinéma où ils sont en train de faire une espèce de casting, bon, c'est suggéré, mais aucune importance. Vous avez un moment, on entend la musique qui est en train d'être jouée sur scène, ou la chanteuse terra sur scène, puis d'un seul coup, rupture, et on a la parole. Et une parole qui n'a... Donc il y a, si vous voulez, tout un effet, toute une recherche d'effets sur l'impossibilité de travailler une continuité de l'action, mais au contraire, une déconstruction constante de l'action. Alors, pour répondre à votre question, ce que fait Godard, c'est qu'il prend l'intrigue, oui, il la garde, mais d'un seul coup, il va lui donner justement une toute autre dimension par la façon même de traiter techniquement l'histoire. Et en même temps, cela lui permet justement de jouer sur une vérité que le roman ne donne pas, c'est-à-dire, c'est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour, ça se vit dans du présent, ça se vit dans de l'instant. Et donc, à ce moment-là, vous avez exactement cette histoire d'amour travaillée sur l'instant. Par exemple, regardez la scène dans l'appartement, puisque le film est en fait divisé en 3 parties. Il y a la première partie, l'arrivée des personnages. Deuxième partie, l'appartement. Troisième partie, Capri. Bon, et à peu près, ils ont à peu près égale durée. À la fin de la scène de l'appartement, vous avez d'un seul coup, on est devant la lampe à chevet, on l'allume, on l'éteint, on l'allume, on l'éteint, et la caméra va à gauche voir lui, ensuite retourne et elle va à droite revoir elle, revient sur lui, revient sur elle, comme si la caméra elle-même, à ce moment-là, était en train de gérer la temporalité et comment dirais-je, la rupture entre les personnages. Dans ce coup, cette scène de l'appartement, qui dure donc une demi-heure à peu près, n'a pas une montée dramatique traditionnelle, mais au contraire une succession de moments qui font qu'à la fin, le résultat est là. Et le résultat est là parce que Godard va travailler, je dirais, la dramaturgie de cette scène de rupture dans un ménage, dans un couple, pas un ménage, dans un couple réellement d'amoureux à la base, et il va la faire sur une idée très simple, c'est que lui voudrait qu'elle lui fasse une scène, elle sait qu'il veut qu'elle lui fasse une scène, et elle ne veut pas faire cette scène.
Et toute la scène est faite sur ça. Donc, c'est absolument tout autre traitement, si vous voulez, de la dramaturgie. Et en effet, à la fin, elle ne fera pas la scène, mais la scène, elle, se sera faite toute seule. Et elle se fera toute seule, et à ce moment-là, donc, quand elle sort de l'appartement, la réponse est là, je te méprise. En d'autres termes, tu as voulu me vendre à ton patron parce que tu n'as pas assez de confiance en toi et tu me trouves peut-être trop belle pour toi et je t'interdis de te... Moi, je t'aime et mon corps t'aime. C'est pas pour rien que le film débute par toute la scène d'amour. J'aime ton corps, j'aime tes pieds, j'aime tes jambes, j'aime tes fesses, etc. Je suis un corps et tu ne veux pas, au fond, accepter mon corps. Tu veux vendre mon corps pour pouvoir m'aimer et me conserver. Et ça, c'est inadmissible. Je te méprise. Voilà le traitement, si vous voulez. Et c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez été travaillé pendant le film. Et reprenez n'importe quel moment du film, c'est bien comme ça. Alors évidemment, après, ça permet ce style de rupture en permanence, permet des moments fantastiques de poésie, en particulier, entre autres, l'intervention des figures mythiques, qui sont en plus des choses de cinéma, c'est-à-dire que ça renvoie à la vérité des cinémas, c'est-à-dire ce sont des plâtres, que vous voyez Neptune, que vous voyez Achille, ou pas Achille, dites comment s'appelle déjà l'autre, Ulysse, etc., ou Vénus, enfin, ou Pénélope, en d'importance, vous voyez des espèces de plâtres, et en même temps, d'un seul coup, vous êtes transporté ailleurs. Alors, évidemment aussi, l'utilisation, par exemple, d'un décor. Utiliser la villa de Malaparte à Capri et l'utiliser de cette façon-là, c'est absolument magnifique, la façon dont Godard utilise les éléments du réel. Et d'un seul coup, les déréalise en étant peut-être celui qui est le plus proche de la réalité même de la chose. C'est-à-dire qu'on peut dire que la façon dont il filme la villa de Malaparte, c'est digne des meilleurs documentaires, quoi. C'est-à-dire que vous avez la maison telle que vous pouvez l'imaginer et telle que vous ne la verrez pas, puisqu'elle vous est interdite. Je ne sais pas si on la visite maintenant. Enfin, à cette époque-là, elle était évidemment non visitable. C'était situé sur son sommet, là, au-dessus de Capri, qui est évidemment une chose extraordinaire. Et le film, dès le premier plan du film, c'est-à-dire déjà l'idée de vous dire, je fais un film sur le cinéma, donc un tournage de film, mais je fais un film sur le cinéma. Qu'est-ce que c'est que le cinéma? Qu'est-ce que c'est que cet art? Et je le prends au pied de la lettre. Godard est quelqu'un qui, à tout niveau, travaille au pied de la lettre. C'est pour ça que, comme beaucoup de gens qui disent « je n'aime pas Godard » ou « je ne comprends pas Godard », etc., parce qu'il y a chez lui une sorte de volonté de revenir, je dirais presque au pied plat ridicule, c'est-à-dire je prends les choses au pied de la lettre, les mots au pied de la lettre, avec revoir dans d'autres films de Godard, la façon dont il vous dispose, il vous fait éclater un mot, selon le concept de la préciosité, qui à la même époque, des gens comme, les noms, le fameux psychiatre Lacan, ou d'autres, qui coupe les mots, le persévère, etc. Godard en fait plein des mots comme ça. Et par exemple, son fameux mot sur les producteurs, etc., ou les distributeurs de cinéma, en les appelant les professionnels de la profession. Donc, d'un seul coup,
Il fait toujours tout éclater, même dans le sens, il fait éclater le sens. Et son travail est justement celui-là. Et ce qui est magnifique dans son cinéma, c'est lui-même d'ailleurs se considère comme tel, c'est un chercheur. Il dit je ne devrais pas être payé comme un artiste, mais ça devrait être le CNRS qui devrait me payer puisque je suis un chercheur. Et il cherche. Et son dernier film, si vous l'avez vu, c'est l'éclatement absolu de tous les espaces de représentation, et en particulier, par exemple, ici, si vous prenez la façon dont il dispose, par exemple, dans la villa de Malaparte, quand ils sont à l'intérieur, la baie vitrée, d'un seul coup, ça devient un autre écran. Enfin, la façon dont il réutilise tous les éléments qu'il filme et qu'il les, d'une certaine façon, on ne peut pas dire qu'il les réinvente, il les prend tels qu'ils sont. Mais d'un seul coup, le fait même qu'ils n'ont plus à être mis dans une distribution de continuité, mais au contraire, en discontinuité, ils prennent une singularité que vous n'auriez pas si vous étiez dans la montée dramatique traditionnelle de la plupart des films ou des romans ou des pièces de théâtre. Alors, vous me demandez, je fais peut-être un long parcours, mais vous me demandez ce qui est le propre de Godard par rapport à Moravia. Bon, ben voilà. Moravia, c'est quand même un littérateur qui fait une dramaturgie. C'est une dramaturgie d'une crise dans un couple, et d'un couple profondément amoureux. Bon, alors évidemment, avec une chose ici qui est aussi chez Malaparte. Pas Malaparte, chez Moravia. Qui est aussi la situation sociale. Le drame de Paul, c'est d'être un intellectuel qui au fond, a peur quand même des puissants, et surtout qui aime une femme qui est d'une extrême beauté. Bon, ça, c'est évident, et en plus c'est évident dans le film, et qui est, au fond, se sent indigne d'être aimé par une femme comme ça. C'est pas possible qu'une femme comme ça m'aime. Bon. Et qu'il n'a au fond pas la confiance en lui en tant que... non pas dans sa virilité, c'est pas tellement ça, mais dans sa conception et surtout dans son talent, son génie. C'est quelqu'un qui, au fond, est un faible. Et elle ne peut pas accepter cette faiblesse, alors que elle est toute simple, c'est une dactylo, et elle aime bien, quoi, c'est tout. Elle aime bien l'homme, il est sympa, il est tout ce qu'on veut, et il y a un grand amour. Bon, puis d'un seul coup, le grand amour, le mépris s'installe, et à ce moment-là, un autre sentiment s'est emparé des personnages donc du film, et ce sentiment-là, évidemment, est destructeur. Donc, c'est le sens du film. Alors, évidemment aussi, ce qui n'est pas dans le roman, l'invention du personnage de Fritz Lang. Il est évident que prendre Fritz Lang, qui a déjà terminé sa carrière, car il a tourné son dernier film 3 ans avant, et il ne pourra plus jamais tourner de film après. Bon, mais Godard ne prend pas n'importe quel cinéaste, il prend l'un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma, et ça donne justement ce personnage, qui est un personnage quand même de façon mythique en tant que metteur en scène, et ça devient tout à fait magnifique de voir justement un Fritz Lang dont on sait qu'il fut une terreur sur les plateaux de cinéma lorsqu'il dirigeait, et d'un seul coup d'apercevoir l'homme extrêmement... la richesse humaine de cet homme. Rien que le plaisir de voir Fritz Lang
de cette façon. Et l'admiration évidente que Godard porte à Fritz Lang et l'extrême sympathie que Fritz Lang a eue pour Godard. Il a compris qu'il avait affaire à un nouveau génie du cinéma. Enfin, voilà un peu, si vous voulez, une des façons d'aborder le film. Il y a d'autres façons, bien sûr, mais je voulais déjà parler de ça. C'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir une première intervention, et votre intervention, vous voyez, ça aide. Voilà. Bien, est-ce que, si vous avez d'autres questions à poser, ou d'autres interventions à faire? Bon. Enfin, j'avais deux petites remarques aussi à faire, simplement pour au niveau du casting, enfin de la distribution. Il y a Brigitte Bardot, bien sûr, Michel Piccoli. Je ne sais pas à quel moment il était de sa carrière à ce moment-là. Je me souviens qu'il avait joué dans le Doulos, peut-être, qui doit dater à peu près de cette époque. Connu, il était déjà assez connu, oui. En 1963, il a connu. Il a commencé. Piccoli a commencé avec Louis Daquin, donc dans les années 50. Ah oui, d'accord. Donc il est vraiment dans... Ah ouais, non, il est déjà... non, parce que dans le Doulos, j'ai l'impression que c'est à peu près la même époque, mais il a un rôle secondaire. Donc c'est pour ça que c'est un peu avant, c'est peut-être un peu avant. Et puis alors, il y a moi, ce qui m'a surpris, c'est là vous en avez parlé, donc vous avez répondu à ma question, c'est le rôle tenu par Fritz Lang. De qui de le rôle, le fait que Godard ait choisi un acteur américain plutôt spécialisé, de mon sens, dans des films noirs, enfin de série Z, ou de western, et Palance, qui apparaît dans ce film. Je me trompe peut-être parce que je ne connais pas beaucoup Palance, hein. J'ai deux, trois films en tête. Mais est un acteur qui est à qui on attribue les rôles de méchants, dans les westerns, dans les thrillers, etc., mais qui est quand même une vedette. Hein, qui est une vedette, d'accord. Ouais. Oui. Et en plus, ce que voulait montrer Godard, parce que le film n'a pas été simple. Bon, Godard, il sort de la Nouvelle Vague, il a fait son premier film en 1960. Entre 1960 et ce film-là, il en a déjà fait 4, plus quelques courts-métrages. Donc, ça tourne. 4 ou 5, attendez. Et il fait ça, le petit soldat, vivre sa vie, une femme est une femme. La chinoise, non? Ah non, c'est le 5e, hein, déjà. La chinoise, c'est après? Hein? La chinoise, c'est après? Ah non, la chinoise, c'est après. Et Pierrot le Fou, non, c'est... C'est après aussi. Donc, il en a fait 4 avant, donc en 3 ans, c'est quand même pas mal. Et il a affaire, là, d'un seul coup, aux grands producteurs, c'est-à-dire les producteurs italiens et Ponty, américains qui jouent sur le succès des films de Godard, et donc lui donne l'occasion de faire un film à dimension internationale. Et évidemment, en lui offrant comme vedette Brigitte Bardot, qui est à ce moment-là une des plus grandes vedettes mondiales, et en particulier française, évidemment, par la même occasion. Et, mais ils sont des producteurs et veulent évidemment contrôler un peu ce petit jeune qui est bizarre. Et ils vont, disons, l'embêter quand même. Entre autres, Godard filme et n'a pas joué le jeu de montrer Brigitte Bardot assez souvent à poil. Donc, ils vont lui demander quand même quoi. Brigitte Bardot, il faut absolument qu'elle soit déshabillée et tout le reste. Et c'est comme ça que Godard invente la scène du début. Il la met complètement à nu sur le lit, merveilleusement nu d'ailleurs, simple. Digne d'un tableau de Titien ou de Velázquez ou de ce que vous verrez d'un grand peintre, et en même temps on décline toutes les... Enfin, là encore, on découpe d'une façon radicale le corps, tel morceau, tel morceau, tel morceau.
Le corps n'est pas une continuité, c'est un morcellement. Et donc, on examine telle chose. Tu aimes ça, tu aimes ça, tu aimes ça, tu aimes mes yeux, tu aimes mes cheveux, tu aimes mes épaules, tu aimes mes fesses, etc. Ce jeu de découpage du corps devient justement le sens même de la scène, alors que la scène, comme vous avez pu le voir, est totalement en mouvement continu. Le mouvement est continu, on passe de la tête aux pieds, on revient, etc. Simplement, vous avez une rupture à l'intérieur qui sera celle de la couleur. Vous aurez un début en bleu, puis d'un seul coup, brutalement, ça sera en rose ou rosé, et de nouveau en bleu. Donc, automatiquement, il retravaille et redistribue le jeu du morcellement. Et en même temps, donne aussi le sens profond du film. C'est-à-dire que si vous êtes, et ça c'est le propre de Godard, de dire le cinéma, c'est l'art qui permet de regarder comment ça vit la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'était impossible et impensable avant le cinéma. Jamais l'art, bon bien sûr, la littérature pouvait essayer de parler, mais c'était quand même toujours des représentations ou la musique, etc. Là, d'un seul coup, on filme la vie. C'est-à-dire que vous avez, la vie est présente sur l'écran. Elle est là. Bon. Et la vie, il faut maintenant la regarder. Et la regarder et vivre. Et pour la regarder et vivre, il faut regarder que la vie, on la voit par ce qui est le plus... par ce qui la matérialise. Et ce qui la matérialise, c'est la matière. Et donc, pour les humains, ce sont les corps. Donc le film va donner la priorité au corps. Le corps de Brigitte Bardot, d'où l'importance, et là le génie de Godard, j'ai Bardot. À ce moment-là, le centre même du film sera la la façon de magnifier un corps sublime qui est le corps de Bardot. Et tout le film est fait sur ça. Et en même temps, si vous êtes dans le corps, un corps, en effet, c'est fait une continuité faite de morceaux. Donc, vous aurez le sens même du film et l'idée en même temps de la rupture amoureuse sera faite sur ça. C'est-à-dire qu'un homme a peur d'aimer, ne se sent pas digne d'aimer un corps sublime parce qu'il justement il se sent inférieur enfin non, il ne se sent pas assez fort pour aimer ce corps. Et je trouve que c'est très très beau sur le rapport amoureux. Ça va beaucoup plus loin que les petites histoires, je t'aime pas, pourquoi, etc. Là, c'est très simple. Il y a un corps, on aime ou on n'aime pas le corps. Et de ce point de vue, Godard est un cinéaste tout à fait passionnant dans le sens où, justement, le corporel est chez lui capital. Et si vous voyez son dernier film, là, Éloge de la parole, vous apercevez qu'il détruit tous les espaces, justement pour bien vous montrer, en particulier, le triple espace spatial, c'est-à-dire horizontal, vertical et perpendiculaire, et vous les fait éclater par rapport à l'espace-temps. Et ce jeu devient quelque chose de fondamental où la corporalité même des espaces vont travailler quelque chose qui est tout à fait différent de la réalité des choses. Dans ce coup, c'est différent. Vous ne pouvez plus avoir la représentation d'une idée magnifiée, spirituelle, etc. Non, les corps, et les corps, et les corps, c'est tout. Et ça, je crois que c'est le fondement profond du cinéma. Aucun autre art ne peut faire ça.
Même la photographie ne peut pas. La photographie peut prendre de la vie, c'est sûr, mais à la fige. Alors donc, on a qu'un décor, c'est vrai, mais on fige. Ceci étant dit, la fixité photographique peut être géniale. C'est un autre problème. Mais je ne suis pas ici pour défendre la photographie, je laisse ça aux photographes. Bien, oui, madame, s'il vous plaît. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était, ça s'appelle le mépris, oui, bien sûr, à un moment arrive le mépris, mais on a l'impression qu'il arrive parce que aussi, elle est très belle, elle est magnifique, et elle a besoin que cet homme la protège de cette beauté qui, on comprend que c'est pas facile pour elle de porter cette beauté, le regard des autres hommes sur elle, ce qu'on retrouve un peu dans La vérité d'Henri-Georges Clouzot. Oui, mais justement dans La vérité, ça devient une dramaturgie. Voilà. Alors que là, c'est la chose. Elle est exceptionnelle. Bon. Oui. Et c'est pas simple à être exceptionnel. Et bon, ça c'est une chose. C'est vrai qu'on est épaté de. Godard, évidemment, la met vraiment en valeur. Elle est déjà belle naturellement, mais là, il en fait quelque chose d'absolument incroyable. Ensuite, ce que je trouvais intéressant, c'est le travail de la couleur. C'est-à-dire que le rouge, on le voit beaucoup dans le premier tiers. Dans le deuxième, il disparaît un peu, justement, dans le deuxième tiers du film, où on n'a plus que des bleus, des jaunes, des orangés. Et j'ai beaucoup aimé aussi la présentation du générique avec la fin de la présentation, la caméra qui fait un regard caméra. C'est-à-dire que l'idée du générique, c'est une perpendiculaire, déplacement dans l'espace. Déplacement dans l'espace, en fait, on vient de loin et on arrive de près. Mais on regarde quelque chose qui ne nous regarde pas, qui regarde quelqu'un qui marche à côté. Donc on accompagne ce mouvement. Ce mouvement est un mouvement, donc, je dirais, de démonstration documentaire qui ne nous concerne pas. Donc on regarde en effet du déplacement et un corps qui se déplace à l'intérieur, un corps de femme qui se déplace. Bon. Et puis on arrive vers nous, et à ce moment-là, on a la caméra qui pivote. Et ensuite qui se rabaisse, et maintenant, c'est nous, spectateurs, qu'on regarde. Et en d'autres termes, il nous dit, voilà, on fait un déplacement, mais en réalité, les vraies personnes concernées, c'est vous, spectateurs. Qu'est-ce que vous faites par rapport au cinéma ? Vous voulez venir rêver au cinéma, mais en venant rêver au cinéma, le rêve du film, le rêve de la caméra, vous fixe, vous regarde et vous regarde rêver. C'est un jeu d'échange. D'un seul coup, ce n'est plus nous, spectateurs, venant nous enthousiasmer à ce que nous voyons sur l'écran. L'écran, c'est-à-dire la caméra, nous regarde tout aussi violemment que nous regardons l'écran. Et donc, c'est ce jeu d'échange qui devient l'objet même du cinéma. Et donc, le film va se développer sur cette idée-là. Donc, l'importance de l'idée du documentaire, mais aussi l'importance de l'idée du déplacement. Avec cette idée aussi très simple, et qui est celle de la mise en scène, qu'elle soit alors au théâtre ou au cinéma, ou dans la danse, enfin, aucune importance, et puis peut-être même en littérature d'ailleurs. C'est-à-dire l'idée de la place. Si vous faites une mise en scène de théâtre, de cinéma par la même occasion, vous dites, bon, à l'acteur, là tu es à telle place. Et puis tu vas dire ta phrase, tu vas te déplacer, tu vas venir à telle place. Et le jeu de la place est capital dans la représentation dramatique, qu'elle soit donc théâtrale, cinématographique, etc. Et ce qui est intéressant, c'est quand des gens comme Godard prennent les choses une fois de plus au pied de la lettre. C'est-à-dire, où est ma place ? Je dois aller à telle place.
est-ce que je peux aller à cette place? Est-ce que je me déplace? Ou est-ce que c'est déplacé de me déplacer? Et ça devient le sujet. C'est-à-dire l'écriture même de la mise en place, de se déplacer, devient le sujet. Et le film, justement, va être le jeu de ces multiples déplacements où les personnages cherchent de nouveau à se placer et ne savent plus où se placer. Et ça prend toutes les proportions même de l'argumentation pour aboutir à la fin à la dimension de la hauteur. C'est-à-dire que se servir de l'escalier sur le toit de la villa de Malaparte pour en faire justement, on monte, on descend, on grimpe. Où est la place? Où est notre place? Et à la fin, si vous prenez la fin du film, c'est Paul qui vient de faire ses adieux, et en effet, il n'est plus à sa place, il va essayer de trouver une autre place, ou une place. Et au début du film, le travelling s'est fait sur, en effet, où est la place? Et donc, si où est la place des personnages, enfin de la caméra terra, ben, c'est pour aboutir à notre place à nous, donc c'est nous qu'on va regarder. Vous comprenez? C'est revenir aux fondamentaux. Et la place dans la représentation dramatique est capitale. Vous ne pouvez pas faire une mise en scène si vous ne mettez pas, bon, vous le savez peut-être, mais par exemple que ce soit au théâtre ou au cinéma, la danse moins, parce que c'est moins facile, mais vous avez, on met à la craie les places des personnages. Là, on te met à la craie à telle place, puis ensuite on met une autre croix à une autre place, et là tu te déplaces pour aller à cette place, etc. Une espèce de jeu de déplacement. Et Godard en fait le sujet visuel de son histoire, dans le sens en même temps symbolique de la place. Est-ce que j'occupe la bonne place ou pas? Et le personnage de Paul est un personnage qui se sent déplacé, qui n'arrive pas à trouver sa place. Alors que le personnage de Lang, par rapport à Procoche, il a sa place et il reste à sa place, etc. Et Procoche est un personnage justement un peu violent, qui veut mettre tout le monde à sa place, ou les obliger à prendre la place qu'il veut qu'ils prennent, mais en même temps, c'est lui qui va être perdant. On a l'impression aussi que Camille se sent pas vraiment à sa place, puisque combien de fois elle dit « je m'ennuie ». J'ai pas envie. Et j'aime beaucoup la scène justement avant l'accident, en voiture, où elle dit je suis dactylo. En d'autres termes, j'ai une magnifique voiture décapotable, je ne sais pas ce que c'est une Mercedes, c'est une Ferrari. Enfin, oui, excusez-moi. Mais je suis. Bon. Mais le fait que je sois exceptionnellement belle me permet d'être à n'importe quelle place. Mais au fond, ma place n'est pas là. Etc. C'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est jouer avec les éléments premiers, en fait. Et enfin, pour moi, Godard, c'est le grand cinéaste de la fin du siècle, ou du début du siècle. C'est sûrement le plus grand cinéaste aujourd'hui. Mais ce n'est pas un cinéaste facile, c'est évident. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas, je l'ai sûrement dit ici, c'est dans l'écriture et par l'écriture qu'on voit l'œuvre, et qu'on voit les artistes. Et chez Godard, il va à l'écriture première. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que c'est que, je répète, qu'est-ce que c'est que le cinéma dans son côté constitué mécaniquement, physiquement, etc. C'est ça qu'il travaille. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que justement, comme vous disiez tout à l'heure, on ressent bien l'instant présent, et comment dire, c'est très ténu, c'est-à-dire ces moments comme ça où d'un seul coup il y a un basculement et ça aurait pu être autrement, mais voilà, il y a eu ce présent-là qui fait qu'il y a l'autre présent. Dans la scène de l'appartement, que je trouve être la scène la plus, c'est incroyable, la plus étonnante, parce que
une histoire de séparation de couple, bon, en général, on joue justement qu'est-ce qui va se passer, je cache, etc. Non, là, c'est ouvert. Mais c'est dans le transport. Et un transport qui ne transporte plus. Oui, on sent le moment de rupture, il s'est passé quelque chose. Et en fait, il n'y a pas tellement de dialogue. C'est vraiment un aller-retour entre les deux personnes. On sent peu à peu ce qu'elle peut ressentir. Et l'attitude de Paul est une attitude, justement, quand même de faible. Donc, elle lui reproche d'être faible. Elle lui reproche, elle le sent. Moi, je trouve, c'est une des plus belles scènes d'amour, contrariée, d'accord, mais une des plus belles scènes d'amour de l'histoire du cinéma. C'est magnifique. Et puis en plus, le faire en deux personnages uniquement pendant une demi-heure sur ce thème-là, il faut le faire. Hein. Bon, voilà. Oui, pardon. Est-ce que vous pouvez dire deux mots de l'influence de ce film sur la vie américaine C'est pas facile. Bon, François et Jean-Luc ont été très amis, évidemment, au moment des cahiers. Au début, il ne faut pas oublier que c'est... quand Truffaut, en 1959, remporte son succès avec les 400 coups à Cannes, bon, c'est lui qui fait venir Godard immédiatement à Cannes, le présente à son producteur Bourgard, et ce qui permet à Godard de faire un bout de souffle. Donc le rapport a été très amical au départ. Et 20 ans plus tard, là c'est quand même 10 ans plus... Mais ce dont vous parlez, vous, c'est quand même la nuit américaine, c'est les années 75. Donc là, si vous voulez, pour parler de façon plus simple, quand vous avez en art un groupe qui se réunit et font ce qu'on appelle une école. Mettons, vous prenez les impressionnistes et d'un seul coup, il faut une école. Bon. Il y a eu beaucoup d'écoles comme ça, artistiques, dans tous les domaines, dans tous les domaines des arts. Il est évident qu'au début, il y a une parfaite cohésion et une communion à l'intérieur des idées, de la façon de sentir, etc. Bon, si vous prenez les impressionnistes, il est vrai qu'au début, ils sont tous ensemble. Mais 20 ans plus tard, chacun prend son destin en main, a sa trajectoire, et quelquefois, au bout de 20 ans ou 30 ans, ils sont à des années-lumière les uns des autres. Après tout, je ne sais pas, même s'ils sont restés amis réellement, Renoir, Auguste et Cézanne, au bout de 30 ans, c'est quand même très loin l'un de l'autre. Hein. Et bien d'autres comme ça. Et c'est ce qui est arrivé entre Godard et Jean-Luc, entre Godard et François. Alors c'est vrai que quand il fait La Nuit américaine, au fond, François, lui, veut encore continuer à faire une sorte de démonstration de qu'est-ce que c'est que tourner un film. Alors que Godard le fait, mais ce n'est pas son sujet. C'est un sujet accessoire pour Jean-Luc. Alors que pour François, ça devient le sujet même de l'histoire. Comment fabriquer un film. Il y a le film, on fait un film. Ça ne signifie rien, justement. Non, non, parce que Godard est dans le faire. On fait. Il n'est pas dans le défaire ou le refaire. On fait. Et les choses se font, c'est tout. Alors que si vous prenez La Nuit américaine de Truffaut, vous vous apercevez que
c'est justement construit sur une histoire, les rapports de force, de pouvoir, d'inquiétude, enfin, ce qui est vrai qu'il y a. Mais c'est au fond, le problème de Truffaut, dont il se sort fort bien par ailleurs, c'est qu'il a besoin de la dramaturgie classique, François. Alors que justement, Jean-Luc n'en a pas besoin. Et il la refuse. Mais alors là, bon, en même temps, La Nuit américaine et l'autre où Truffaut a reçu tous les prix avec Depardieu et Catherine. Comment ? Dernier métro. Là, Godard il vient de faire de nouveau son retour au cinéma commercial, enfin dit commercial, façon de parler à Godard, qui est Sauf qui peut la vie. Et Truffaut rafle toutes les récompenses. Il rafle 10 ou 11 Césars ou un truc comme ça. Bon. Et François est fou de rage. Et à ce moment-là, il envoie une lettre incendiaire à Truffaut. Bon, il y aura une brouille violente entre les deux. C'est-à-dire que donc, au bout de 30 ans, ils sont devenus presque ennemis. Puis, en fin de compte, François est mort 3-4 ans plus tard. Et Jean-Luc n'est pas venu à l'enterrement de Truffaut, mais il est venu tout seul le lendemain sur sa tombe. Et aujourd'hui, bon, oui, aujourd'hui, il reconnaît Truffaut, mais il est vrai que Jean-Luc, c'est radical ce qu'il fait, c'est tellement radical. Aucun autre cinéaste n'ose faire ce qu'il fait, quoi. Et c'est en même temps pourquoi aussi il impressionne tellement tous les autres grands cinéastes. Les petits cinéastes, ça n'a pas d'importance, mais les grands cinéastes, qu'ils soient américains, asiatiques, etc., tous sont quand même stupéfaits par ce que fait Godard. Et en même temps, ce que fait Godard, c'est très léger en même temps. C'est-à-dire que ce n'est pas un cinéaste qui vous fabrique des effets que l'on voit, regarde l'effet, etc. Non, dans ce coup, c'est tellement lisse, c'est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de voir les effets. Et les effets sont, en plus, eux, très volontaires. Justement, ils sont faits sur le discontinu, donc sur la rupture. Et c'est là où il y a l'effet, mais ça ne joue pas comme un effet. C'est-à-dire que même si Godard admire forcément, mettons, Wells, c'est entièrement fait sur les effets que le spectateur reçoit. Et même que le spectateur est assommé par les effets de Wells. Vous n'avez pas ça du tout chez Godard. Jamais. C'est un cinéaste que... Je ne sais pas que je le défends, il n'est pas besoin de moi. C'est vraiment, je répète pour moi, enfin, l'un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma, quoi. Et vous verrez, quand nous aurons 100 ans de plus, la place qu'il occupera. Ah oui, bah... Bah, tout simplement parce que le génie de Zadru, c'est qu'il comprenait l'autre. Il comprenait parfaitement le cinéma de François et le cinéma de Jean-Luc. Et de toute façon, c'est un grand musicien de Zadru. Et il est que la musique ici. Mais en revanche, Godard quand même se sert de Delerue pour malgré tout lui demander de faire une musique, elle, un peu dramatique. Et c'est intéressant. Mais ça ne joue pas le rôle de cette musique-là dramatique que ce type de musique occupe dans les films dits dramatiques. Il ne souligne pas d'un seul coup. Ils sont aussi comme des moments d'intervention de quelque chose,
d'une sensibilité ou d'une sensorialité qui vient de définir un moment, bon, de plus en plus à la fin, ça devient triste, quoi. On sent, on sent que ça va. On ne peut pas dire que ça va mal se terminer, parce que si je dis ça va mal se terminer, c'est dire je travaille le futur. Comme vous ne travaillez pas le futur, on ne peut pas le dire. Simplement, on sent que les choses ont une tristesse, quoi. Et la tristesse, c'est que un monde heureux devient devient malheureux. Voilà. Mais sans plus. Et la musique retentit sur ce malheur. Alors que chez Truffaut, on est dans la musique la musique dramatique, justement, qui joue la dramaturgie. Bon, voilà. Bon, je crois qu'on va peut-être terminer cette saison comme ça, par ce admirable film, et à la saison prochaine. Voilà, merci beaucoup.